Bonsoir et bienvenue dans Décodons l'écho. Au plus tard, dans 5 ans, c'en est fini de nos retraites si aucune mesure d'ampleur n'est prise. En 2026, au plus tard, les caisses de la branche retraite de la CAFAT seront vides. Du côté de la caisse locale de retraite, qui gère les retraites des fonctionnaires, les caisses seront vides dès l'année prochaine si rien n'est fait. Peut-on encore sauver nos retraites? Pour en parler ce soir, je suis accompagnée par Laïsa Roy. Bonsoir. Bonsoir Blandine. Laïsa, tu es enseignante-chercheur en sciences économiques à l'UNC sur le campus de Baco. L'université est partenaire de cette émission. Alors Laïsa, pour préparer ce numéro, nous avons eu accès aux toutes dernières projections présentées par la CAFAT aux partenaires sociaux mi-février. Oui, et ce que nous allons étudier ensemble ce soir, ce sont les pistes qui ont été envisagées pour sauver nos retraites. Quelles sont les réformes possibles? Faut-il repousser l'âge de départ à la retraite? Faut-il augmenter les cotisations obligatoires? Faut-il baisser le rendement? C'est toutes ces pistes que nous allons creuser ensemble ce soir en se posant la question de savoir ce qui serait le plus efficace. Pour le régime de retraite des fonctionnaires, des solutions sont aussi préconisées. Nous verrons lesquelles. Et puis, comme à notre habitude, nous irons à l'extérieur de la Calédonie pour voir quels sont les systèmes de retraite les plus performants et peut-être y piocher des idées. Peut-on encore sauver nos retraites? C'est tout de suite dans Décodons l'écho. Alors, le problème du financement des retraites n'est pas nouveau et s'il revient régulièrement sur la table, c'est qu'il est complexe à gérer. Il y a d'abord 2 caisses de retraite différentes, l'une pour le public, l'autre pour le privé. Oui, côté public, on a la CLR, la Caisse locale de retraite, qui s'occupe des fonctionnaires. Elle représente environ 10 000 cotisants et 5 000 retraités. Côté privé, ensuite, on a la caisse de la CAFAT, qui s'occupe donc des salariés du privé et des contractuels du public, et qui représente environ 7 fois plus de cotisants et de retraités que la CLR. On a à côté de ces 2 caisses, les caisses de retraite complémentaires. Par exemple, en Nouvelle-Calédonie, le régime du groupe Malakoff Médéric Humanis est obligatoire pour les salariés du privé et les cadres, et la retraite complémentaire représente grosso modo 20% du montant de la retraite et vient compléter la pension de base. Alors on va commencer par se pencher sur le régime CAFAT qui concerne donc les salariés du privé et les contractuels de la fonction publique. Pourquoi ce régime est-il déficitaire? Explication en images. Depuis 1961, chaque salarié du secteur privé a l'obligation de cotiser pour la retraite. Ce prélèvement obligatoire, visible sur le bulletin de salaire, s'élève à 14% du salaire brut. 30% du montant est pris en charge par le salarié, les 70% restants sont pris en charge par l'employeur. Près de 75 000 actifs cotisent actuellement au régime CAFAT pour bénéficier d'une pension lorsqu'ils seront à la retraite. Ainsi, un salarié qui gagne 363 700 francs bruts par mois bénéficiera d'une retraite mensuelle de 5 000 francs après une année de cotisation. S'il cotise pendant 10 ans, il aura une retraite mensuelle de 50 000 francs. Au bout de 30 ans, sa retraite mensuelle sera de 150 000 francs. Actuellement, il faut avoir cotisé pendant 35 ans au régime retraite CAFAT pour bénéficier d'un départ à la retraite à 60 ans. Mais dans les faits, les cotisations obligatoires des actifs ne sont pas mises de côté pour leur être versées 35 ans plus tard. Ces cotisations servent à payer les pensions des 37 000 retraités que compte le régime CAFAT aujourd'hui. Le problème, c'est qu'au fil des ans, la population du pays vieillit. Il y a donc de plus en plus de retraités. Et dans le même temps, la natalité baisse. Il y a de moins en moins d'actifs. Or, pour que le régime retraite soit à l'équilibre, il faut 3 fois plus d'actifs que de retraités. En 2020, on comptait seulement 2 actifs pour 1 retraité. Le régime perd donc de l'argent. Un déficit qui s'élève à 4 milliards de francs par an. À ce rythme-là, les caisses seront vides dans 4 ou 5 ans. Alors Laïsa, on vient de voir le problème mathématique de la caisse de la CAFAT, mais du côté de la caisse locale de retraite, qui gère les retraites des fonctionnaires, la situation est loin d'être meilleure. Oui, et là on a accès à des chiffres récents pour ce qui concerne la CLR, puisque la Chambre territoriale des comptes a rendu public un rapport sur la CLR il y a 2 mois et demi, et dans ce rapport il est précisé que la CLR pourrait être en cessation de paiement dès 2022, donc l'année prochaine.
Et on rappelle que la CLR représente 10 000 cotisants, 5 000 retraités. Et donc là aussi, le problème est démographique ? Oui, le problème est démographique, aussi bien pour la CLR que pour la CAFAT. En fait, pour ce qui concerne les retraites, on a un déséquilibre de fonds, un déséquilibre structurel qui est dû au fait que chaque année, en moyenne, on a 2% de cotisants en plus, et dans le même temps, chaque année, on a 4% de retraités en plus. Ça veut dire que la croissance du nombre de retraités est 2 fois plus rapide que la croissance du nombre de cotisants. Et à ce problème démographique s'ajoute aussi un autre problème qui a été hérité du temps jadis, on va dire, des avantages qui ont été accordés dans le cadre de la CLR à l'époque où le régime était bénéficiaire. Et des avantages qui font que, par exemple, aujourd'hui, en moyenne, la retraite des fonctionnaires est grosso modo 3 fois celle des salariés du privé. Alors on comprend bien le problème, mais quelle est la solution pour que les retraites continuent à exister demain, dans 10 ans, dans 20 ans ? Les partenaires sociaux planchent dessus. Comme nous l'explique Xavier Martin, le directeur général de la CAFAT, on parle donc pour l'instant des retraites du privé. Les partenaires sociaux travaillent depuis plusieurs années sur des scénarios de redressement du régime de retraite, puisque comme vous l'indiquez, effectivement, ce que montre la courbe à ma gauche, la trésorerie du régime, constituée de réserves importantes, qui ont été constituées depuis 2009, seront éteintes dans le courant de l'année 2026. Une majorité des partenaires sociaux ont choisi un scénario qui repousse l'âge légal de départ à la retraite de 60 ans à 62 ans, progressivement, à compter de 2023, qui prévoit également une augmentation du plafond de cotisation pour aller chercher une part de salaire supplémentaire et apporter des ressources financières complémentaires au régime. Et donc, ces 2 paramètres principaux permettent de repousser l'horizon de survie du régime retraite de la CAFAT de 2026, comme l'indique la courbe, à 2031. Alors on vient d'entendre le directeur de la CAFAT parler de l'âge de départ à la retraite, mais aussi parler du plafond de cotisation. Alors là, Isa, tu es passée au tableau pour nous expliquer ça. C'est quoi le plafond des cotisations ? Alors on rappelle, on l'a déjà dit tout à l'heure, que comment fonctionnent les cotisations retraite. On a dit en fait sur le salaire brut, on prélève 14% de cotisations qui vont financer ensuite les retraites. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que donc ces 14%, donc un prélèvement proportionnel, ces 14% sont prélevés sur le montant du salaire brut, de 0 jusqu'à 363 700 francs. C'est le plafond actuel. Ça veut dire que tant qu'on est en dessous du plafond, on a des cotisations qui sont proportionnelles, à chaque fois 14%. Qu'est-ce qui se passe quand on dépasse le plafond ? Par exemple, quand on a un salaire de 600 000 francs. En fait, en quelque sorte, il ne se passe rien. Que tu gagnes 363 700 francs ou 600 000 francs bruts par mois, tu vas payer exactement le même montant de cotisation. Et ça, c'est dû à l'existence de ce plafond. Donc la réforme qui est envisagée, enfin qui a été retenue par les partenaires sociaux, consiste à relever le plafond. Au lieu d'avoir un plafond à 363 700 francs, on aurait un plafond environ à 400 000 francs. Ce qui permettrait là, dans cette partie-là, la crête des hauts salaires, de prélever davantage de cotisations et donc de faire entrer davantage d'argent dans les caisses pour la retraite. Et donc cette réforme retenue par les partenaires sociaux, elle prolonge de combien de temps le régime CAFAT ? Alors à partir de maintenant, ça prolongerait la survie du système de 10 ans. Il faut préciser tout de même que là on est à l'étape donc de l'accord entre les partenaires sociaux et que cette réforme doit encore passer par le chemin législatif. Alors on vient de parler d'un départ à la retraite plus tardif, 62 ans au lieu de 60 ans, d'un plafond de cotisation relevé à 400 000 francs, mais il y a encore d'autres leviers sur lesquels on pourrait jouer. On va voir ensemble qu'en les additionnant tous, le régime CAFAT pourrait encore fonctionner pendant 25 années au lieu de 10 ans, comme on vient de le voir. Explication. Dans cette nouvelle piste de réforme, l'âge légal de la retraite passerait de 60 à 62 ans. Le plafond des cotisations retraite serait de 510 500 francs au lieu de 363 700 francs comme nous l'avons déjà vu. Un autre levier s'ajouterait pour prolonger la durée de vie du régime CAFAT. Il s'agirait de créer une deuxième tranche allant de 510 500 francs à 5 279 700 francs de salaire brut mensuel. Sur cette deuxième tranche, les cotisations retraite obligatoires passeraient de 14% à 20%. Cela ferait donc des entrées d'argent plus importantes dans les caisses de la CAFAT. Mais logiquement, plus on cotise, plus le montant de la pension augmente.
Pour éviter de payer de trop grosses pensions, cette réforme jouerait sur un autre indicateur, le taux de rendement. C'est le rapport entre les cotisations payées au cours de sa vie active et le montant de la pension perçue pendant la retraite. Aujourd'hui, le taux de rendement des retraites CAFAT est d'environ 10%. Autrement dit, après 10 années de retraite, on récupère le montant des cotisations versées au cours de sa vie active. Pour cette deuxième tranche, le taux de rendement serait abaissé à 5%. Pour ces hauts salaires, il faudrait donc plus d'années de retraite avant de récupérer le montant des cotisations versées pendant la vie active. Tous ces leviers additionnés permettraient ainsi de prolonger la durée de vie de la branche retraite CAFAT jusqu'en 2046. Bon, alors ça devient un petit peu compliqué, mais en même temps, si c'était simple, le problème aurait été réglé depuis longtemps. Donc Laïsa, si j'ai bien compris, il y a plusieurs leviers. Repousser l'âge de départ à la retraite, relever le montant du plafond des cotisations et créer une deuxième tranche de cotisation pour les plus hauts salaires. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Il y a ces trois pistes principalement qui sont envisagées. Ce qu'il faut préciser au sujet de cette fameuse deuxième tranche. Donc là, on passe dans d'autres sphères. Mais pour les salaires élevés, l'idée, ce serait donc de prélever déjà des cotisations, parce qu'actuellement, il n'y a pas de cotisations qui sont prélevées sur ces hauts salaires, et non seulement de prélever, mais avec un rendement moins avantageux. Pour le dire de façon simple, ça veut dire que sur les hauts salaires, proportionnellement, on cotiserait plus pour toucher moins de retraite. Actuellement, c'est ce qui t'est montré dans le dessin animé, pour un retraité, en fait, tu cotises toute ta vie, et puis ensuite tu as une retraite pendant ta retraite. Et il te faut 10 années pour récupérer ce que tu avais cotisé, pour récupérer ta mise. Là, dans cette réforme, cette autre réforme un peu plus ambitieuse qui a été envisagée, l'idée ce serait que pour les hauts salaires, il ne faudrait pas 10 ans pour récupérer la mise, mais 20 ans. Ok, donc pour l'instant, de toute façon, ce n'est pas la piste qui est privilégiée, qui a été choisie par les partenaires sociaux. Mais on l'a quand même un peu creusée, celle-ci, parce qu'elle paraît intéressante dans la mesure où elle permettrait de prolonger la durée de vie du système, non pas de 10, mais de 25 ans. Alors, on vient d'évoquer les pistes pour prolonger la durée de vie du régime retraite de la CAFAT. Dans quelques instants, on va se tourner du côté de la Caisse locale de retraite, qui gère les retraites des fonctionnaires. Il y a urgence pour cet organisme, car ces caisses seront vides dès l'année prochaine si rien n'est fait. Une réforme va être examinée demain au Congrès. Nous en verrons les conséquences pour les fonctionnaires dans quelques instants. Mais avant cela, nous allons sortir du pays pour jeter un œil au meilleur système de retraite dans le monde, via un classement paru l'année dernière. Pour cela, Samuel Gorouna nous rejoint en plateau. Bonsoir Samuel. Bonsoir. Alors Samuel, tu es enseignant-chercheur en sciences économiques à l'UNC et responsable du campus de Baco. On va regarder ensemble le classement mondial des meilleurs systèmes de retraite en 2020, un classement établi par le cabinet de conseil et d'audit Mercer. Oui, alors comme tout classement, il y a des défenseurs de ce classement et des détracteurs. Alors le classement prend en compte une quarantaine, d'indicateurs, une cinquantaine d'indicateurs et arrive à la fin à un classement qui est celui affiché. Donc vous avez les pays nordiques comme le Pays-Bas ou le Danemark qui sont au top du classement, et puis les pays voisins dont on pourra en parler tout à l'heure. Mais disons que le classement en question, c'est les critères, disons, de générosité, des critères de durabilité aussi, et disons de confiance dans le système de retraite. Alors on le voit effectivement, les Pays-Bas sont premiers du classement. En quoi leur système est meilleur ? Alors, les Pays-Bas ont un haut classement, sont premiers dans ce qu'on appelle les indicateurs de performance, disant que c'est en termes de générosité, les Pays-Bas arrivent à cumuler deux types de systèmes de retraite. Il y a le système par répartition, comme celui que l'on connaît en Calédonie et en France. Donc c'est les cotisants qui payent pour les retraités du moment. Donc il y a une solidarité entre les générations. Et c'est un système qui est public. Et à côté de ça, un système de pension, et des pensions professionnelles aux Pays-Bas. Et là, c'est plutôt les individus qui, en travaillant, cotisent sur 30-40 ans. Et ces fonds, sont gérés par ce qu'on appelle des fonds de pension. Et ces fonds de pension-là investissent en bourse. Et du coup, à la fin, les individus ont des retraites qui peuvent être, pour les Pays-Bas en tous les cas, très performantes. Alors on l'a vu tout à l'heure, nos voisins se classent plutôt pas mal dans ce classement. L'Australie 4e et la Nouvelle-Zélande 10e. Oui, alors c'est vrai qu'il faut relativiser aussi les choses, parce que ce classement-là met en avant les systèmes par capitalisation. Et dans ces pays-là, dans la capitalisation, vous travaillez, vous mettez de côté de l'argent pour vos retraites. Et en général, les fonds de pension investissent en bourse. Or, si les bourses s'effondrent, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis par exemple en 2008 avec la crise
des subprimes, vous avez beaucoup de gens et beaucoup de petits retraités qui ont perdu leur mise et donc leur retraite à cause des krachs boursiers. Donc faut quand même relativiser, c'est très délicat. C'est risqué. C'est risqué, oui. Et la France, elle, tout à l'heure, on l'a vu, elle se classe 20e sur 39. Oui, voilà. Et là aussi, je voudrais apporter quelques éléments de critique. C'est que c'est vrai que sur le système en question, parler de durabilité, si le système perdure mais que les retraites ne touchent pas grand-chose, évidemment, on peut apporter des critiques à ce classement-là. Et sur la France, par exemple, vous aviez en France un taux de pauvreté des plus de 65 ans qui est très bas. Autour de 3%, bon, c'est équivalent à celui du Pays-Bas. Par contre, vous avez en Australie et aux États-Unis des taux à plus de 20%. Et donc, ça veut dire que certes, le système il est durable, mais les retraités, du coup, sont pauvres. Donc, ils étaient déjà pauvres en travaillant, et donc, du coup, ils restent pauvres durant la retraite. Donc, ça, c'est quand même une grosse critique de ce type de classement. Merci Samuel pour ces explications. Alors nous allons maintenant nous tourner du côté de la Caisse locale de retraite qui gère les retraites des fonctionnaires. D'ici l'année prochaine, les caisses de la CLR seront vides. Il faut donc un plan d'urgence. Ce plan d'urgence existe. Il sera examiné demain au Congrès. Écoutez Betty Audier, la directrice de la Caisse locale de retraite. C'est un plan qui est solidaire et collectif et qui comporte 3 mesures. La première, c'est d'augmenter les cotisations des salariés de 1 point. Donc ça passe de 9,5% à 10,5%. De faire passer à 2 points les cotisations des employeurs, donc qui passent de 22,5% à 24,5%. Et enfin, de faire participer les retraités à 0,5% sur les minorations sur les retraites, qui passent de 5 à 5,5%. Voilà, c'est toujours l'équilibre entre ces 3 partenaires, les salariés, les employés et les retraités. En année pleine, on a calculé que ces mesures permettront à la Caisse de générer des recettes supplémentaires d'1,6 milliard. Alors ce plan d'urgence est un pansement, il doit permettre de tenir le coup, le temps qu'une réforme plus vaste soit menée. Le conseil d'administration de la Caisse locale de retraite a commencé ce travail de fond avec les employeurs, les salariés et les retraités. Laïsa, quelles sont les pistes à l'étude ? Alors, il faut préciser déjà que la méthode de calcul des retraites pour la CLR est différente de celle de la CAFAT. Ayant précisé cela, en fait, il y a de nombreuses pistes de réformes qui sont à l'étude. Mais en fait, on peut aussi les regrouper dans les 3 grandes catégories de réformes qu'on a déjà discutées. Tout ce qui concerne le recul de l'âge de départ à la retraite, tout ce qui concerne, d'une façon ou d'une autre, l'augmentation des cotisations, que ce soit du côté employeur ou du côté salarié, et tout ce qui concerne également la baisse du taux de rendement. Ceci dit, on ne peut pas, pour l'instant, détailler les mesures aussi précisément qu'on a pu le faire pour la CAFAT, parce que toutes ces pistes de réforme, tous ces scénarios, la combinaison entre ces différents scénarios sont actuellement en discussion au sein du comité d'orientation et de pilotage. Et d'ici la fin de l'année, un texte devrait être proposé au conseil d'administration, puis discuté au gouvernement et au Congrès. Ce qu'on peut dire en revanche, c'est que donc il y a des points communs, je le disais juste avant, les pistes de réforme finalement sont assez proches, les 3 grands leviers, et le problème démographique, le déséquilibre structurel, là aussi est similaire que l'on parle de la CLR ou de la CAFAT. De plus en plus de retraités et de moins en moins de cotisants. Alors, depuis le début de cette émission, on a vu que la caisse retraite de la CAFAT, comme celle de la CLR, sont structurellement déficitaires. Les solutions que nous avons passées en revue nous feraient gagner quelques années, mais finalement, elles ne font que repousser le problème à plus longue échéance. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de solution au problème ? Le problème est insoluble ou paraît insoluble si on se focalise sur les cotisants pour financer les retraites. Ça, c'est certain. On l'a déjà dit plusieurs fois, c'est structurel. On ne peut pas compter que sur les cotisants pour financer les retraites. Donc si on se contente de cette vision-là des choses, oui, le problème est insoluble. Mais si on prend un peu plus de recul, on pourrait se dire, allons chercher des ressources ailleurs. Alors c'est quand même une sacrée somme que l'on cherche. On a vu que le déficit du régime retraite de la CAFAT s'élève à 4 milliards de francs chaque année. Celui de la CLR, avant la réforme d'urgence qui sera examinée demain, est de 1,5 milliard par an. Il manque donc 5,5 milliards de recettes chaque année. Oui, chaque année, 5,5 milliards à trouver. Et en plus, ce déficit va se creuser dans les années à venir. Alors en préparant cette émission toutes les deux, on a essayé d'imaginer une nouvelle source de recettes. Elle pourrait prendre la forme d'un impôt qui viendrait compléter les cotisations obligatoires.
Oui, alors on s'est inspiré finalement du fonctionnement de la CCS, la contribution calédonienne de solidarité. Comment fonctionne la CCS actuellement ? Elle est prélevée sur deux grands types de revenus. Alors pour simplifier, on va dire les revenus du capital et les revenus du travail. Donc sur les revenus du capital, on prélève 2% de CCS, sur les revenus du travail, on prélève 1%. Pour être un peu plus précis, quand on dit revenus du capital, ce dont on parle en fait, c'est la catégorie revenus et produits. Donc c'est tout ce qui concerne les loyers perçus par les propriétaires, les dividendes et les produits des jeux. Et ensuite, quand on parle de revenus du travail, ce dont on parle exactement, c'est ce qu'on en appelle les revenus d'activité des personnes physiques, de remplacement et de solidarité. Donc ça veut dire les salaires, oui. L'allocation chômage, les retraites Allocation maternité, les allocations de façon générale, les indemnités, les bourses, tous les revenus qui sont liés à une activité. Donc actuellement, la CCS consiste à prélever 2% sur les revenus du capital, et 1% sur les revenus du travail. Et ça nous donne un montant total de 7,7 milliards. Ce sont les chiffres de 2019. Donc l'idée, c'est que si, imaginons qu'on double la CCS, on aurait 7,7 milliards en plus. Oui, mais alors doubler la CCS, ça revient au final à quand même taxer davantage le travail, comme si on augmentait les cotisations obligatoires, non ? Oui, donc on peut aussi envisager un autre scénario dans lequel on dirait, allez, laissons de côté, laissons tranquilles les revenus du travail et concentrons-nous sur les revenus du capital. Et du coup, si on imagine ne taxer que les revenus du capital, actuellement ils sont taxés à 2%, si on passait à 8%, on pourrait collecter 6 milliards par an. Et 6 milliards, c'est un petit peu plus que le déficit qu'on a à combler pour les retraites CLR plus CAFAT. Oui, mais alors là, on multiplierait carrément par 4. Le montant de la CCS sur les revenus et les produits, c'est quand même pas rien. C'est pas rien, mais en fait, j'ai envie de dire, on n'a pas 36 solutions. Actuellement, donc le système, on l'a dit depuis le début, consiste à dire ce sont finalement les cotisations sur les revenus du travail qui vont financer les retraites. Et en fait, on a envisagé différents scénarios, mais la fin de l'histoire est toujours un peu la même. On ne connaît pas la date de la fin de l'histoire, mais la fin de l'histoire, c'est on rentre dans un mur à cause de ce déséquilibre structurel. Donc il faut aller chercher ailleurs des ressources. Samuel a évoqué les différents et les nombreux pays qui fonctionnent pour la retraite par capitalisation. Où chacun fait sa propre retraite, c'est ça ? Et chacun se débrouille en fait. Chacun, selon ses revenus, épargne et puis confie son épargne à des fonds de pension qui vont aller investir cette épargne en bourse dans l'espoir d'avoir des revenus supplémentaires plus tard. Mais c'est risqué. Parce que ça veut dire que finalement on s'appuie sur la bourse, sur des flux financiers qui sont par nature volatiles, très instables, pour générer plus tard une retraite. Donc déjà c'est instable, donc c'est risqué. Et puis le problème aussi de ce système par capitalisation, c'est que finalement ça reproduit encore l'un des fléaux de notre époque, que sont les inégalités. Ça veut dire débrouillez-vous finalement pour constituer votre retraite. Donc, si on ne fait rien, on va dans un mur. On pourrait se dire on abandonne et on passe à la capitalisation, mais c'est risqué et puis c'est profondément inégalitaire. Donc, la troisième voie, elle consiste justement à aller, ponctionner une partie des revenus du capital. Et là, il faut être assez clair. Il s'agirait en fait, le calcul qu'on a fait, on l'a fait à partir des chiffres dont on dispose. Il y en a peu, mais on a quand même eu accès à certains chiffres. Et quand on parle de multiplier par 4 la CCS, il s'agirait de taxer les revenus du capital. C'est-à-dire, schématiquement, de dire les loyers perçus par les propriétaires, mais pas la valeur des immeubles, simplement les loyers. Donc il y a cette piste-là qui consisterait à dire, il n'y a pas de raison que ce soit uniquement le travail qui finance les retraites, il faudrait demander aussi un peu au capital de financer une partie des retraites. Et puis il y aurait une autre piste, mais pour laquelle on n'a pas vraiment de chiffre pour l'instant, qui mériterait d'être creusée, c'est au lieu de taxer les revenus du capital, au lieu de taxer les loyers perçus, il s'agirait de taxer le capital lui-même, le patrimoine, les immeubles, par exemple. Merci Laïsa. En tout cas, c'est une piste avancée dans ces discussions complexes sur le système des retraites. On espère vous avoir aidé à y voir plus clair. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée sur Calédonia.